Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. Dans ce numéro du jour, donc, nous parlerons du multipartisme et des principes qui y sont liés. Et pour cela, nous avons sur ce plateau de terrain d'entente Dr Amadou Banobari, il est sociologue. Également sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour animer avec moi cette émission, Bernard Tonguino, il est journaliste à la radio Sabari FM. Bienvenue à vous, chers invités. Bienvenue à vous également, aimables téléspectateurs, sur ce plateau de terrain d'entente, une émission de Search for Common Ground. Pour commencer donc, Dr Bano, quelle analyse faites-vous aujourd'hui du processus électoral en cours dans notre pays? Alors, le gros de la tempête est derrière nous, en tout cas je l'espère comme ça. On a traversé une zone de turbulence relativement importante. Dans les conditions normales, on ira à des élections, à mon avis, les plus inclusives, mais aussi les plus transparentes dans l'histoire politique de la Guinée depuis pratiquement qu'on a commencé à réaliser des élections dans ce pays. On l'espère bien. Et donc aujourd'hui nous vivons une pluralité des partis politiques dans notre pays, mais cela n'est pas sans enjeu. Que devons-nous faire, partis politiques et citoyens, que devons-nous faire aujourd'hui pour mener à bien, n'est-ce pas, ce processus électoral? Alors là, c'est une question très importante. Je ne sais pas si je suis à mesure. Habituellement, il est plus facile de dire ce qui est ou de dire ce qui ne va pas bien que de dire ce qu'il faut faire. Alors, grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est de considérer la vie politique comme un jeu. En fait, pourquoi l'Occident, parce que c'est en Occident qu'on est parti chercher le jeu démocratique avec une multiplicité de partis politiques. C'est pour en fait organiser, encadrer le processus de compétition pour l'accès au pouvoir. Au lieu donc de faire des guerres ou des conquêtes militaires ou de prétendre qu'on est descendant de X ou de Y pour diriger, la règle a été, et nous l'avons accepté, que pour exercer le pouvoir, on demande le suffrage du citoyen. Voilà le principe. Ce qu'il faut faire, c'est donc de considérer que, grosso modo, la démocratie n'est qu'un instrument d'accession et de légitimation au pouvoir. Chose qui n'a pas du tout été facile pour nos Guinéens. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois de plus, nous sommes à la fois dans un processus d'apprentissage, mais aussi il faut savoir que les enjeux sont relativement importants. Parce que les acteurs politiques considèrent que accéder au pouvoir, gérer le pouvoir, est une prérogative qui leur revient. Les uns et les autres le pensent comme ça, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont en compétition. Mais tout le monde devrait accepter l'idée que c'est le peuple qui est souverain. Bon, justement, docteur, sur le plan interne, sur le plan international, le multipartisme ouvre le pays, disons, aux institutions internationales, mais sur le plan interne, c'est souvent source de conflits. Par quoi cela peut s'expliquer? Alors, vous savez, nous avons décidé d'adopter un modèle. Ce modèle, c'est la démocratie partisane avec une pluralité de partis politiques. C'est un modèle parmi d'autres. La démocratie est fondée sur le multipartisme. Exactement. Qu'est-ce qui pose problème en Guinée? À mon avis, ça pourrait faire l'objet d'une thèse, mais à mon avis, dans le cadre de cette émission, on peut résumer ça à un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a notre histoire. Pratiquement à l'indépendance, le multipartisme qui existait suite à la loi cadre de Gaston Defferre a été supprimé et on a décidé qu'il était préférable d'aller au développement que d'avoir une compétition électorale ouverte.
Le pluralisme a donc disparu, tant au niveau du syndicat, des associations, mais aussi au niveau des partis politiques. Vous voulez donc dire que c'est ces conséquences que nous vivons aujourd'hui? Oui, on a créé le parti unique. Et donc on n'a pas appris une compétition ouverte. La compétition ne pouvait se faire qu'à l'intérieur du parti unique. Et nous avons vécu dans ça pratiquement pendant 26 ans. Par la suite, on a eu un régime militaire qui a fait un habillage démocratique, mais en réalité, durant pratiquement toute la période de la Deuxième République, la compétition était biaisée, faussée. Les Guinéens disaient, tu votes, il gagne, tu ne votes pas, il gagne. C'est-à-dire que le suffrage du citoyen n'a pas été pris en compte, et ça a créé un sentiment au niveau des citoyens, un sentiment que le jeu démocratique, c'est de la tromperie. Ensuite, nous avons connu une transition qui n'a pas été la plus facile et qui a été, à mon avis, bâclée parce que les questions essentielles sur lesquelles il fallait discuter n'ont pas été discutées. Et rapidement, on voulait terminer avec le régime des Kaki. On en a fait, sauf que le dispositif institutionnel qui aurait permis, disons, une démocratie plus sereine, ce dispositif n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, nous sommes obligés de terminer notre transition pour que la nouvelle Assemblée nationale puisse prendre en charge le destin politique de la Guinée afin de susciter un débat collectif pour proposer un modèle de société, mais aussi pour mettre en place un processus qui permette une participation la plus large de la population guinéenne. De façon inclusive. Voilà les grands enjeux auxquels nous devons faire face maintenant. Bon, est-ce que cela n'est pas dû à la méconnaissance du multipartisme? Aujourd'hui, avez-vous des exemples réussis d'ailleurs qui pourraient inspirer les Guinéens? Alors, moi j'entends souvent les gens dire, et c'est une vérité, mais qui est à mon avis, qui ne recouvre pas toute la vérité. On dit les populations africaines sont analphabètes. Pour moi, l'explication, les populations sont analphabètes, c'est une explication à la fois vraie mais trop facile. L'analphabétisme des populations, c'est de la responsabilité des élites de transformer leurs projets politiques dans les langues de ces populations. Ce n'est pas aux populations d'aller vers les élites pour comprendre le programme, c'est aux élites d'aller vers les populations. Montrez-moi quel est le parti politique qui a traduit son projet de société en langue nationale, que ce soit sous forme de texte, que ce soit sous forme de CD ou de disque ou de cassette vendu, mis à la disposition de la population. Donc, à mon avis, c'est relativement facile de mettre l'accent sur les populations. Écoutez, dans les pays où la démocratie marche relativement bien, vous prenez le Sénégal, vous prenez le Cap-Vert, le taux d'analphabétisme est encore élevé dans ces pays. C'est pratiquement un peu plus de la moitié de la population qui se trouve encore dans une situation d'analphabétisme. Pourtant, ça fonctionne très bien. Oui, docteur, sauf qu'en Guinée, les populations ont tendance à confondre la lutte politique à la lutte communautaire ou ethnique. Est-ce que ce n'est pas lié au fait, au discours politique que ces leaders-là prononcent parfois? Chacun veut se camponner sur sa communauté ou son ethnie. Oui, écoutez, vous savez, je vais revenir un peu dans l'histoire pour expliquer ce que vous êtes en train de dire. En 1990, quand la Constitution a été rédigée, les militaires, paysans, analphabètes, Lansana Conté avaient proposé deux partis. Les élites qui aujourd'hui gèrent la Guinée ou qui veulent gérer avaient à l'époque dit que c'était contraire à la démocratie. Pourtant, l'idée n'était pas si mauvaise que ça, parce qu'en fait, il s'agissait d'aider les populations à, étant donné qu'on a vécu pendant très longtemps dans un régime autoritaire, de préparer les esprits à un jeu politique. On a dit non, il faut libéraliser intégralement. Aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, on doit avoir dans les environs de 165 partis politiques. Une fois, j'ai posé la question au ministère de l'administration du territoire, à un responsable qui était responsable des libertés publiques. J'ai dit, je veux militer dans un parti, je veux créer un parti. Qu'est-ce que vous me proposez? Elle m'a dit, si tu veux avoir le droit à la parole, il faut créer un parti.
Parce que si tu milites dans un parti, tu n'as pas le droit à la parole. Parce que les partis politiques que nous avons, pour l'essentiel, sont des entreprises individuelles qui appartiennent à des leaders. Est-ce que vous avez jamais entendu qu'un parti politique a été battu, que le leader d'un parti politique a été battu lors d'un congrès? Il n'y a même pas de compétition à l'intérieur. Il s'impose toujours. Oui, ça veut dire que ce n'est pas la population guinéenne qui est un problème. C'est les élites politiques de la Guinée qui sont le problème. Les populations analphabètes sont en réalité captives d'une classe politique, d'une classe économique, d'une classe intellectuelle qui en réalité ne joue pas le jeu démocratique. Parce que le jeu démocratique signifie quoi? Ça signifie d'abord qu'on est démocrate dans son foyer. C'est-à-dire qu'on discute avec sa femme, avec ses enfants. Ça veut dire qu'à l'intérieur du parti ou de l'association, on discute. Quand vous regardez même les ONG qui existent en Guinée, beaucoup d'ONG, il n'y a pas de congrès. Il n'y a pas de renouvellement des instances. Parfois, vous avez la même famille à l'intérieur. Donc, à mon avis, il ne sert à rien d'accuser les populations qui ne sont pas responsables. C'est aux élites de préparer. Vous savez, les élites ont une double mission. À la fois, elles ont la mission de proposer un projet de société, mais elles ont aussi la mission de tirer la population de l'obscurité dans laquelle cette population se trouve vers la lumière, c'est-à-dire vers l'adhésion à des idéaux de démocratie et de progrès. C'est de la responsabilité des élites guinéennes, la situation dans laquelle que vous décrivez aujourd'hui. Écoutez, nous appartenons tous à des ethnies. Il y en aura toujours des ethnies en Guinée. Les ethnies ne disparaîtront pas. Certaines ethnies vont disparaître. D'autres vont disparaître et renaître. Parce que les ethnies sont comme un corps vivant. Le problème, ce n'est pas les ethnies. Deux personnes ne se battent pas parce qu'ils sont différents. Lorsque vous venez dans une localité, vous ne parlez pas la langue de la localité, vous n'êtes pas de la communauté, le premier réflexe de la population, c'est d'avoir pitié de vous, de vouloir vous trouver une mère, un père, un logement pour vous aider, parce qu'on se dit, notre propre fils peut-être se trouve ailleurs, à des milliers de kilomètres, et rencontre les mêmes difficultés. Nos populations ont un sens humaniste très élevé. Et l'hospitalité. De l'hospitalité. Et d'ailleurs, si vous arrivez, en fonction de votre nom de famille, la population locale que vous allez trouver va trouver une équivalence entre votre nom de famille et une autre famille pour vous permettre de vivre correctement, de vous intégrer dans le processus de la société. Lorsque deux populations, lorsque deux individus se rencontrent, ils ne parlent pas la même langue, ils s'ignorent à la rigueur. Ou alors chacun demande à l'autre comment se fait-il qu'il ne parle pas sa propre langue. Mais ils ne s'affrontent pas pour cela. Pour qu'il y ait un affrontement, il faut qu'il y ait des enjeux. Et le plus souvent, c'est l'accès à des ressources. Ces ressources, c'est la terre, c'est la femme, c'est le pouvoir, c'est le marché de l'État. C'est ça les ressources. Et donc il s'agit simplement dans une société de régulariser. Toutes les sociétés qui ont une démocratie apaisée sont des sociétés transparentes. Où pour accéder à la fonction publique, il y a un concours transparent. Pour accéder au marché de l'emploi, au marché des marchés de l'État, il y a un appel d'offres qui est public et qui est transparent. Ce sont des sociétés, pour passer d'un poste à un autre, il y a une procédure connue de l'ensemble des travailleurs qui se battent donc loyalement en augmentant leurs compétences et leurs qualités. Ce sont des sociétés où l'administration fonctionne. Oui, justement, docteur, sur le plan administratif, le constat révèle qu'il y a plusieurs partis, une centaine de partis en Guinée, mais tous ces partis sont colorés de régionalisme et d'ethnie. Est-ce qu'au niveau de l'administration du territoire, il n'y a pas une certaine facilité dans l'octroi des agréments à ces partis politiques? Écoutez, je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on s'arrête en Guinée, et c'est pour cela que je souhaite que la nouvelle Assemblée nationale puisse se poser les bonnes questions. Dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce que le modèle que nous avons, est-ce que le fonctionnement des partis politiques tel que nous avons? Je vous donne un exemple. On dit à la CENI d'organiser des élections transparentes au niveau national. Je suggère que la nouvelle CENI qui va être mise en place après cette élection soit un organe qui a l'obligation d'organiser des élections transparentes à l'intérieur des partis politiques. Que la nouvelle CENI organise des élections au niveau du syndicat.
que la Nouvelle-CENI organise des élections au niveau de la société civile. Pour que, attendez, ne demandons pas à l'autre ce que nous nous refusons à nous-mêmes. En Guinée, on veut toujours que l'autre change, mais nous-mêmes, là où nous sommes, nous ne voulons pas changer. Il faut donc développer la démocratie à la base. Il faut développer un principe de transparence, de redevabilité à l'intérieur, sur l'ensemble de la sphère publique. Que personne ne puisse rester à son poste ad aeternam, simplement parce que personne ne lui demande des comptes à rendre. Je vous donne un exemple. On dit qu'il y a des détournements dans l'administration, mais qui dit qu'il n'y a pas de détournement dans la société civile, qu'il n'y a pas de détournement dans le syndicat, qu'il n'y a pas de détournement dans tous les autres secteurs. On ne peut pas lutter sur un secteur précis sans lutter sur l'ensemble de la société guinéenne. Ce qu'il faut, c'est que cette Assemblée nationale se donne le mandat, enfin, de poser les bonnes questions afin d'avoir une société qui fonctionne sur la base des normes internationales, c'est-à-dire la transparence et la redevabilité. Aujourd'hui, bientôt les campagnes électorales. Qu'est-ce qui revient à chaque citoyen comme responsabilité pour, n'est-ce pas, la bonne marche de ces campagnes? Alors, dans les conditions normales, le citoyen écoute les différents candidats, les différents partis qui sont en compétition et choisit sur la base de ce qu'on va lui proposer. Logiquement, aucun citoyen ne devrait choisir un parti politique, un candidat à l'uninominal, s'il ne sait pas, parce qu'en fait, c'est une démocratie représentative. Vous voulez parler des préalables des partis politiques? C'est-à-dire que les préalables, les partis politiques doivent d'abord aller vers la population pour présenter leur propre projet. Si je vais à l'Assemblée nationale, je prends un certain nombre d'engagements. Voici ma règle de conduite. Et voilà ce que je ferai. Et voilà ce que je vais faire. Je vais proposer de modifier tel aspect, tel aspect, tel aspect. Si les partis politiques ne font pas ce message, il appartient aux populations, pas individuellement, collectivement, c'est-à-dire le groupe des femmes, le groupe des jeunes, le groupe des diplômés sans emploi, les syndicats, la société civile, d'aller vers les différents partis politiques, les états-majors, et vers les candidats uninominaux pour leur dire voici notre feuille de route. Nous attendons de vous, à l'Assemblée nationale, de voter ces lois, de régler ces principes, de discuter de cela et de nous consulter avant de prendre des décisions concernant l'avenir du pays. Voilà ce que nous vous demandons. Et nous voulons un engagement écrit de la part de votre parti. Oui, selon vous, docteur, qui devrait veiller au respect de tous ces critères que vous venez d'évoquer? Parce qu'on a comme l'impression que c'est une démocratie de masse, il n'y a pas tous les critères qui ne sont pas respectés forcément. Dans les conditions normales, c'est d'abord toutes les organisations, disons, qui fonctionnent. Les femmes ont plusieurs organisations, il faut qu'elles se mettent en coalition pour pouvoir aller parler avec les leaders des partis politiques, avec les partis politiques. Il faut que les jeunes possèdent plusieurs organisations, qu'ils se mettent en coalition pour aller discuter. Il faut que les fonctionnaires de l'administration, avec leurs syndicats, fassent la même démarche vis-à-vis des différents blocs politiques. Ça, c'est une démarche citoyenne. Deuxième des choses, les partis politiques ont même, pour avoir le plus grand nombre de suffrages et pouvoir ratisser au-delà de leur fief naturel, ont une obligation d'avoir une campagne électorale ciblée en fonction des différents segments de la population, avec des messages bien précis et des engagements. À mon avis, si j'étais un acteur politique, si j'étais un leader d'opinion, je serais parti vers les populations, indépendamment de leur appartenance ethnique, pour leur tenir un discours, celui de la vérité, pour leur tenir des engagements fermes, sur la foi, sur la base desquels je m'engage à exercer mon mandat à l'Assemblée nationale. Et les grandes préoccupations, qu'est-ce que les Guinéens veulent, grosso modo? Ils veulent vivre dans un pays normal, dans lequel
Quand l'électricité vient, on ne dit pas TFA, Asigafé, Anafafé. Non. Les besoins des Guinéens ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de l'eau partout, sauf dans les robinets. C'est ce que les Guinéens veulent. Oui, sauf que, docteur, aujourd'hui, il est un peu difficile pour les populations de croire à ces discours politiques parce qu'ils en ont entendu beaucoup et les promesses électorales ne sont généralement pas tenues par les leaders politiques. Nous sommes une société dans laquelle il est extrêmement important que les valeurs qui fondent notre société soient des valeurs qu'on respecte. Quand des acteurs politiques ne peuvent pas respecter un engagement, il ne faut pas qu'ils fassent comme Machiavel. La fin ne justifie pas les moyens. Parce que tout engagement d'un homme politique qui n'est pas respecté va rattraper non seulement cet homme politique, mais l'ensemble de la classe politique, de façon générale. Moi, je voulais qu'on revienne dessus et que vous nous expliquiez un peu comment choisir son candidat de façon un peu plus simple. C'est très important. Et étape par étape, de façon plus simple. On en a parlé, mais je crois qu'il est important qu'on revienne dessus. Oui, mais comment choisir un candidat? Si vous voulez vous marier, choisissez la femme qui vous plaît. En politique, choisissez celui qui est capable de résoudre vos problèmes. Pour cela, habituellement, l'être humain est suffisamment doué pour déterminer sur la base du discours de l'autre. Vous savez, Auguste Comte disait, l'homme ne sait pas mentir. Ce qu'il ne dit pas par la bouche, il le dit par les yeux ou par le visage. Regardez votre interlocuteur. Écoutez-le. Posez-lui des questions précises. Quand on parle avec quelqu'un, la vérité finit par sortir de sa bouche. Parce qu'il est plus facile de dire la vérité que de mentir. Mentir est une chose extrêmement difficile. Il est difficile pour certains de voir ça. On ne peut pas tout de suite le sentir. On peut le sentir. Parce que, vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous lui posez des questions subsidiaires, plusieurs questions subsidiaires. Est-ce que la population locale a le temps d'échanger avec ses leaders directement? Attendez, de deux choses l'une. Soit il est candidat et il veut votre vote, et il a le temps de parler avec vous, d'échanger avec vous, soit il n'est pas candidat, ou alors il est candidat et vous ne voterez pas pour lui. Quand un candidat dit « je suis pressé », dites-lui, moi aussi mon bulletin est pressé. Il doit avoir le temps de vous écouter et de répondre à vos questions. Ne venez pas chez lui, mais quand vous venez chez un candidat et il vous dit je vous rembourse le transport, à partir de ce moment, vous n'avez plus la possibilité de l'interroger. Ou de le critiquer. Vous ne devez pas prendre son argent, vous ne devez pas prendre son t-shirt. Vous ne devez pas prendre ses effigies. Vous venez pour l'écouter. Demandez à chaque candidat. Je vous suggère en Guinée, à tous les groupes organisés qui vont participer à ces élections, je vous demande pour l'amour de Dieu d'obliger tous les candidats de vous remettre un document écrit sur ces engagements. Avant de voter pour Demandez un document écrit. Les cadres guinéens sont très forts quand il s'agit de parler. Et généralement, si les documents se recoupent, quel sera... En ce moment, la subjectivité va rentrer en ligne de compte. Mais il faut quand même avoir un document à partir duquel il devient possible de faire une comparaison. Oui, parce que généralement, le contenu des discours, c'est le même. Non, et même les projets de société, c'est les expressions qui diffèrent. Non, moi je vais vous dire une chose. Tout le monde le dit en Guinée. C'est pas vrai. Moi j'ai eu Écoutez, parce que c'est mon métier, j'ai lu pratiquement tous les projets de société qui ont été publiés sur le net. De tous les partis, disons, les plus importants de Guinée. Vraiment, j'ai lu les projets de société. Il y a des différences. Je vous propose un canevas. Voici les grands problèmes du pays. Ça ne dépasse pas une page. Voici mes engagements, moi et tous ceux qui seront députés de mon parti. Nos engagements, qui sont à la fois nos engagements et notre philosophie de travail. Enfin,
voici les éléments sur lesquels nous allons intervenir au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait des décisions favorables à la Guinée et aux Guinéens. Ça fait 3 pages. Je pense que c'est largement suffisant pour que chacun puisse, disons, savoir exactement si les députés de ce parti arrivent à l'Assemblée nationale, quelles sont leurs priorités. Je vous demande par exemple à tous les partis politiques, arrivés à l'Assemblée nationale, est-ce que vous allez changer la constitution de la Guinée? Répondez. Est-ce que vous allez changer le mode de désignation de la CENI? Est-ce que vous allez donner à la CENI une responsabilité particulière pour qu'elle organise des élections sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les organisations? Je pose des questions et je souhaite des réponses précises. Comment vous allez faire pour que les mines de la Guinée ne soient pas bradées et renvoyées à l'étranger alors qu'on ne sait absolument pas combien nous gagnons dans cette affaire? Quelles seront les mesures que vous allez prendre dans ce domaine? La réforme du système éducatif, de l'administration, quelle sera votre position par rapport à cela? Des questions précises, pointues, sur lesquelles on souhaite avoir des réponses. Parce que cela permet de dire on peut aller avec lui parce qu'on est sûr d'une chose, s'il va là-bas, il va travailler pour nous. Sur la question de la réconciliation nationale, sur la question de l'ethnicisation, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la Guinée cesse de devenir la risée des pays africains en se disant, voilà le pays qui a été le premier indépendant des pays d'ancienne colonie française et qui est toujours embourbé dans une question ethnique dans son propre pays. Ouais. Voilà des questions précises qu'il faut poser aux candidats pour que nous arrivions à une situation de clarification des mandats de différents députés. C'est intéressant, docteur. Donc cela voudrait dire que, si j'ai bien compris votre explication, cela voudrait dire que tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui pour la députation, qui doivent, n'est-ce pas, et qu'ils doivent déposer leur projet de société avant que les citoyens ne votent pour eux. En tout cas, un résumé, même si je ne propose pas le document parce qu'il est volumineux, tout le monde n'a pas le temps de lire. Mais de façon résumée, on peut quand même savoir ce qu'ils peuvent faire pour nous. Ce qu'ils veulent faire pour nous, pour que l'on sache exactement si oui ou non, on doit leur confier le destin, notre destin. Parce que, je vous donne des exemples. Est-ce que vous savez que le code de la famille, tel qu'il avait été discuté sous l'ancien code, n'a jamais été adopté? Les femmes, vous avez intérêt à savoir quelle est la position des gens. La polygamie, qu'est-ce que vous en faites? Quel est votre point de vue, vous, parti, quand vous irez là-bas? On a dit 30% pour les femmes, personne n'a respecté. Comment vous allez faire arriver là-bas pour respecter tout ça? Il y a des questions précises pour chaque catégorie, des questions auxquelles on demande aux partis de prendre une décision, une responsabilité avant d'aller à l'Assemblée nationale. On est pris par le temps. Je ne sais pas si Bernard a une question avant qu'on... Voilà, faudrait-il que la population ait aussi cette possibilité de vérifier l'application de ses promesses électorales? Écoutez, après les élections. Vous savez, le peuple a le moyen de sanction le plus fort. Il fait de toi roi, après il fait de toi zéro. Si pour une raison ou une autre, un parti politique arrivé à l'Assemblée nationale ne respecte pas ses engagements, puisqu'il ne peut pas être là-bas à vie, la prochaine élection, faites en sorte qu'il n'y ait aucun député de ce parti à l'Assemblée nationale. C'est la sanction. C'est la sanction, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez un autre message particulier à adresser à ces téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui et aux leaders politiques qui sont appelés, n'est-ce pas, à mettre des représentants au sein de la nouvelle Assemblée nationale. On a choisi la démocratie. C'est un mode dans lequel, pour accéder au pouvoir, on passe par le suffrage des citoyens. La compétition doit être loyale et il faut respecter le peuple en respectant son suffrage. Celui qui est battu aujourd'hui pourra être victorieux demain. Celui qui refuse la vérité des urnes ne changera jamais, ne s'améliorera jamais, ne sera jamais performant. Une élection, comme des notes dans une classe, c'est des chiffres qu'on ne doit pas changer. Et je demande à la CENI d'être la plus digne après avoir été pendant longtemps une structure indigne de l'humanité guinéenne.
D'accord. Voilà donc qui est bien dit, fidèles téléspectateurs, et qui met fin à cet autre numéro de votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente avait parlé aujourd'hui du multipartisme et des principes qui y sont liés. Pour en parler, on avait invité sur ce plateau de Terrain d'entente Dr Alpha Amadou Banobari, il est sociologue. Aussi pour l'animation de cette émission, Bernard Atongino, il est journaliste à la radio Sabari FM. Merci donc à vous, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, pour nous avoir accordé votre attention, et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous.